Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 7 heures. Je ne sais pas ce qui se passe, ni depuis quand, ni pourquoi, ni pour quelle raison, mais je rêve tout le temps à des affaires bizarres, pas disables, pas racontables, pas même imaginables. Je me sens envahie par un besoin d'espace et de grand air. Je mangerai de la glace juste pour calmer la chaleur de mon écurie la plus aiguë. Le monde est tout croche, et on ne parle jamais du monde comme du monde. Chaque fois que je rencontre un ami de mon père ou de ma mère, on me demande « Comment va l'école ?» Fuck, il n'y a pas que l'école. Es-tu quelqu'un, quelque part, qui revient l'amabilité de m'expliquer les raisons profondes qui poussent ses amis et mes parents à être si inquiets à propos de l'école? Moi là, je pense que comme ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un de jeune, ils ne trouvent rien de mieux qu'à s'accrocher au thème ô combien original de l'esti d'école. Je leur demande « Tu, moi, comment ça va alors les grosses fuck ?» Non, je ne me tairai pas. C'est mon droit de parler, de dire des affaires, de les articuler et de les dire. Mon droit. Je m'appelle Sylvain Murdoch et parler relève de mon droit. Si épuré, comme si l'avenir était ma tombe. Non, je ne me tairai pas. Vous la regardez, vous, la télé, quand vous voulez, autant que vous voulez. Personne n'est là pour vous dire arrête de regarder la télé. La télé vous lui dites pas tais-toi. Je veux dire, il est 7 heures du matin, Chris, la télé elle dit déjà fuck. Je veux dire que fuck. Moi là, je pense que vous êtes complètement intoxiqué par une sorte d'animatrice qui vit dans votre salon de bungalow d'esti de fuck. Je le dis comme je le pense, bungalow d'esti de fuck. Et la reine de ce bungalow d'esti de fuck est une animatrice qui vous dit quand pleurer, quand pas pleurer, quand rire, quand sacrer, tout ça pour qu'elle puisse vous dire quoi acheter. Je pense même que son prénom c'est Annie et son nom c'est Matrice. C'est ça. Vous êtes poigné dans votre animatrice et elle vous esclavagise, vous consommatise, vous ikiatise, vous pharmaprise, vous carpourise toute la gamme d'esti. Vous êtes Walmartirisé, McDonaldisé jusqu'à la moelle de bœuf 100% mort. Calice de Chris. Non, je ne me tairai pas. Je suis quelqu'un qui a ses opinions. Animatrice glisse en vous ses messages. Partout la performance. Non, je ne me tairai pas. Partout la performance. Partout la performance, partout la performance, partout la performance, partout la performance. Partout la performance, vous voyez plus dans les lumières. Norvège ne sort plus de sa chambre. Enfermée depuis 3 jours à triple tour, elle ne parle plus, ne mange plus. Nous ne savons plus quoi faire et pourtant, nous avons tout essayé. Nous avons d'abord frappé à sa porte. Norvège! Norvège! Et rien. Alors au début on pensait à une peine d'amour. Tout de même, il fallait bien qu'elle sorte. Alors on s'est fâché. On l'a menacé, on l'a grondé. Mais on a pleuré. Et rien. Alors, comme nous étions de plus en plus inquiets, on a recommencé à lui parler encore plus doucement. Et toujours rien. Les Norvèges ne sortent plus de sa chambre. Enfermée depuis 3 jours à quelques tours, elle ne parle plus, ne mange plus. Son silence devient assourdissant. Alors on a paniqué et on a tenté de défoncer la porte quand la serrure s'est mise à bouger. On a entendu hurler Norvège.
Mon Dieu, ce règlement était si terrifiant, si venu du fin fond du monde que notre tour s'est libéré. Norvège! Norvège! Et rien. La nuit tombait. Elle n'avait rien mangé et rien bu. Alors on a laissé de la nourriture. On lui a dit, il y a de la nourriture et de l'eau devant ta porte. Nous partons dans la cuisine. Mais dans la cuisine, on a attendu. Puis, on a entendu sa porte s'ouvrir un instant et se refermer. Revenu dans le salon, à la place de l'eau de la nourriture, on a retrouvé cette feuille de papier sur laquelle est écrit votre nom. Monsieur Clément Bolcoff. Vous savez, Norvège a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. C'est inscrit là, sur le papier où à chaque fois, elle écrit votre nom. Anthropologue judiciaire. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Bonne question. Quand j'avais votre âge, j'étais plutôt du genre à pas avoir les deux pieds sur terre, à planer, à rêver. On me traitait de poète, et c'était pas vraiment très positif. En tout cas pas pour ma mère, qui était bien plantée pour sa part, et avait la claque assez solide pour me sortir de ce qu'elle appelait avec mépris mon univers poétique. J'étais timide, même si c'est vrai. Secrètement, je rêvais de devenir un auteur. Je rêvais de donner vie à des personnages, d'inventer un monde pour faire voir ce qui n'existait pas. Finalement, je suis devenu anthropologue judiciaire, et au lieu de faire voir ce qui n'existe pas, je fais voir ce qui n'existe plus. C'est une nuance insignifiante, mais cette insignifiance peut changer tout le cours de votre vie. La preuve que je suis là, devant vous. C'est Norvège qui, d'une certaine manière, m'a forcé à faire ce spectacle, pour vous raconter notre histoire, et par le fait même celle de Sylvain Murdoch. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi moi, le rêveur, j'ai choisi ce métier qui exige contact avec le réel, pragmatisme absolu et une pensée organisée et objective. Eh bien, disons pour faire simple que j'étais plutôt bon à l'école, même si ce n'était pas tout à fait de ma faute, mais celle de Jean-René, mon grand frère, qui faisait toujours des fugues à droite et à gauche. Du coup, j'étais pogné à faire ses devoirs à sa place, parce que ma mère, toujours elle, voulait pas qu'il coule ses cours. Alors, à force de faire et ses devoirs et les miens, j'ai fini par être bon à l'école. Mais parfois, je me dis que ce n'est peut-être pas ça non plus. Je me dis que j'ai peut-être choisi ce métier parce que tout le monde était déjà mort. C'était moins fatigant. J'ai si souvent eu à recoller les morceaux entre mon frère et ma mère, entre ma mère et mon père, entre mon père et mon frère, que je crois que j'ai choisi un métier où on ne côtoie que des cadavres. C'était plus facile. En fait, à bien y penser, je crois que je n'ai rien choisi du tout. J'ai davantage l'impression que j'ai laissé les autres choisir à ma place, et ça a marché d'ailleurs. J'ai été tranquille. Jusqu'à l'année passée, où ce métier tout à coup a pris un sens très particulier dans ma vie. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'ai reçu un coup de fil pour aller au bord du Saint-Laurent.
Un plongeur venait de retrouver au fond de l'eau 2 cadavres entrelacés depuis si longtemps que leurs corps se sont fondus l'un dans l'autre. On a transporté ces amoureux étranges à la morgue où les premières analyses ont été faites. Très vraisemblablement, étant donné la morphologie générale du corps, il s'agissait d'un homme et d'une femme noyés dans le fleuve il y a au moins 14 ans, si ce n'est plus. On s'est d'abord concentré sur l'identité du garçon, dont le visage semblait plus reconnaissable que celui de la fille. Les services de police ont fait mettre une fiche de tous les adolescents disparus il y a de cela 14-15 ans à l'âge de 17 ans. Pour mon malheur, on a été chanceux. Il y a eu un seul nom, celui de Sylvain Murdoch, disparu le mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston. Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 8h07. Qu'est-ce qu'il fait l'autobus? Le monde s'accumule à l'arrêt. On est là comme des caves. Moi là, je ne sais plus pourquoi tous les matins je dois me lever si c'est pour aller attendre l'autobus, pour monter dedans, pour aller à l'école, revenir de l'école, m'endormir, me réveiller pour revenir ici et l'attendre encore. Tu sais, comme si rien ne s'était passé. Comme si on tournait en rond. Tu sais. Comme si on revenait toujours au même carrefour, alors qu'on n'a plus bien le temps de niaiser et puis qu'on est déjà en retard. On cherche encore puis crac. On se retrouve ici, t'as attendre un esti de bus. Si seulement vous pouvez faire en sorte que quand on a fait une chose une fois, une seule fois, on n'a plus besoin de la refaire. Vous, là, madame, vous imaginez-vous le bonheur? Le fait d'avoir attendu une seule fois l'autobus fait que quelque chose se passe qui fait que vous ne l'attendez plus. Une affaire naturelle se mettrait en place tout de suite, qui fait que quand vous arrivez à l'arrêt d'autobus, le bus arrive tout de suite. Il est déjà là, tu sais. Ce serait quand même un avantage appréciable. Vous avez mal à la tête une fois, après c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Bon, c'est vrai que pour les affaires de fun, c'est vrai que ça peut être plate. C'est vrai que si parce que tu as fait l'amour une fois, tu le referas plus sous prétexte que tu l'as déjà fait, oui c'est plate, mais je pense que ça peut être arrangeable, tu sais. Pour refaire une affaire de fun, tu dois refaire une affaire plate. Genre, tu veux encore faire l'amour, bah va falloir aller attendre l'autobus, donnant. Ça peut même être l'autobus qui te conduit chez ta blonde, c'est... Il y a toutes sortes de solutions. Mais là, c'est comme s'il n'y avait aucune solution. Combien de fois par jour vous refaites la même affaire? Vous mangez. Vous avez faim. Donc vous retournez manger. Puis vous avez refaim. Donc vous remangez. Puis vous avez re-refaim. Donc vous remangez. Puis vous avez re-refaim. Vous remangez. Puis vous avez re-refaim. Donc vous remangez. Et c'est comme ça avec chaque affaire. Il y aura toujours un retro qui fera que vous êtes toujours game over. Je ne sais pas. Je me sens comme tétanisé de l'intérieur. Comme si, en dedans de moi, il y avait un gars qui jouait avec une super balle qui rebondit partout. Comme si depuis ce matin, je n'étais plus tout à fait moi. Il y a un autre gars, un tout autre gars, qui me ressemble beaucoup, qui s'appelle Murdoch, et qui par le plus grand des hasards a décidé de venir vivre dans ma peau. C'est un esti de buzz. C'est un esti de buzz. Pourtant, je n'ai pas pris de substance chimique depuis au
moins 12 heures? Puis je crois pas que la masturbation est pour quelque chose. Mais là, plus l'autobus retarde, moins je comprends pourquoi je me suis réveillé ce matin. Vous, là, madame, vous savez pourquoi vous êtes levée ce matin? Non? Ah bon, le v'là! Je suis presque déçu. Murdoch, cette journée-là, le soir plus précisément, avait soudainement disparu. Murdoch, ce jour-là, s'était réveillé et s'était mis à parler, sans arrêt, du matin jusqu'à sa disparition. Impossible de le faire taire. Et ce garçon, je venais, moi, de le retrouver 15 ans plus tard. Il était là, allongé sur la civière métallique de la morgue, sans visage, dans les bras d'une fille inconnue. J'étais bouleversé. Pourtant, je ne peux pas vraiment dire que Murdoch était mon ami. Il était dans la même classe que mon grand frère, Jean-René. Les seules fois où je parlais à Murdoch, c'était quand mon grand frère faisait des fugues. J'appelais Murdoch chez lui et je lui disais « Il y a mon frère, il est encore fugué ». Alors il me donnait les devoirs à faire et on raccrochait. Mais j'étais bouleversé. J'avais devant moi un cadavre auquel mon métier d'anthropologue judiciaire m'avait permis d'accoler un nom. Et ce nom, celui de Sylvain Murdoch, avait fait aussitôt ressurgir un autre cadavre. Le mien. Celui de l'adolescent que j'étais. Des retrouvailles étranges qui, non seulement m'ont ramené à moi, mais ramené au moment précis de mon adolescence où j'ai vraiment cru que j'allais devenir un auteur. Tout ça à cause d'un devoir que j'ai dû faire à la place de mon grand frère, Jean-René. C'était une semaine avant la disparition de Murdoch, le mercredi 30 janvier 1991, jour de la Sainte-Martine. J'ai appelé Murdoch chez lui. Murdoch, c'est bon. Il y a mon frère, il est encore fugué. Y a-t-il des devoirs à faire? C'est pas un devoir, sacrament. C'est un esti paquet de marde. Écoute ça. Au moyen d'un appareil enregistreur audiovisuel, ça c'est parce qu'ils pensent nous rendre la chose plus intéressante, parce que c'est la technologie, tu sais. Ils pensent que c'est jeune la technologie, du fait que là ils en mettent partout. Alors, au moyen d'un appareil enregistreur audiovisuel, enquêtez auprès des gens de votre quartier. Et puis parce que les gens de notre quartier, ils pensent que c'est tout du monde, enfin pour qu'ils attendent juste que des ados aient leur poser des questions pour une enquête ici. Enfin bon, enquêtez auprès des gens de votre quartier pour mieux connaître leur perception de la beauté et tirez-en votre propre conclusion sous une forme théâtrale. Simonac, leur perception de la beauté? Ouais, sous une forme théâtrale. La beauté? Comment tu veux connaître ce que tu connais pas? En tout cas, ton frère, il m'a dit, moi, là, je niaise pas avec le puck. Je déconne pas, Esti. Je fais une fugue d'une semaine s'il le faut, mais je m'en vais laisser Boone s'arranger avec ça. En plus, il écrit bien, il va le faire, ce sera bon. Il a dit ça? Ouais, il a dit que t'étais le meilleur de tous les auteurs qu'il avait lus. Il a pas lu grand chose. Bah, c'est pas grave, s'il a dit, c'est qu'il le pense. S'il l'a dit, c'est qu'il le pense. C'était incroyable. Mon grand frère avait confiance en moi. Il me trouvait bon. C'était incroyable. J'ai toujours vénéré mon grand frère. J'ai raccroché ce jour-là en cherchant comment j'allais faire pour être à la hauteur de cette confiance que mon grand frère avait en moi et de son admiration secrète qui, je l'avoue,
chose ce matin-là m'avait donné des ailes. J'allais écrire une pièce de théâtre qui allait bouleverser tout le monde. J'allais y mettre tout mon talent. Mon frère serait fier de moi. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, il n'y a pas de différence notable entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans la tête de chaque personne présente dans l'autobus. Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 8h12. Je veux dire que oui, toi tu descends à Sauvé, puis l'autre descend à l'Acadie. Oui, so what? On peut-tu appeler ça une différence? Madame, est-ce que vous lisez? Ah ouais? Pourquoi vous lisez ça? C'est-tu parce que le trajet d'autobus est trop long ou bedon parce qu'il y a quelque chose en ce moment qui vraiment... Mais vraiment, je veux dire, vraiment... Ben, discute, je vous pose une question importante. À mon avis, t'es pas aussi perdu que moi, hein. Je suis en train de demander à la madame si elle lit pour se désennuyer du trajet qu'elle trouve trop long, ou bedon si ce moment est en train de changer sa vie. Je dis ça parce que moi là, je m'en vais à l'école. Puis là, je vais rencontrer tout un tas de profs qui vont tous me dire que je parle mal et que je devrais donc lire pour m'éduquer. Ok, correct. M'éduquer, pas de trouble, le savoir, pas de trouble, correct. Mais je voudrais juste savoir à quoi ça va me servir. Ça va-tu juste me servir à me désennuyer? Eh, noyez pas les petits poissons là, en me demandant de me taire. Je ne me tairai pas. Puis vous pouvez ameuter tous les chauffeurs d'autobus du monde, je ne me tairai pas. Puis je vais vous la poser encore une fois, madame, la question. Et sachez que j'apprécierai grandement une réponse. Lisez-vous votre roman pour vous désennuyer du trajet trop long, ou plutôt parce qu'il y a quelque chose là, je veux dire, dans les mots, entre les lignes de tellement beau que vous ne pouvez plus vous imaginer vous en décoller? Vous voudriez que je vous laisse tranquille? Ok, mais avant ça, je vais vous dire ce que je pense. On va vous le dire comme je le pense. La madame là, elle se peut tellement plus dans sa crise de petite vie qu'elle peut plus passer un quart de minute sans être en train de se désennuyer d'elle-même. C'est ça la vérité. Puis je le dis comme je pense, parce qu'ici, là, dans l'autobus, il n'y a pas vraiment de différence. Je veux dire, de différence notable entre nous tous. Et monsieur, vous manquez vraiment d'imagination. Me demandez de me taire, mais vous avez rien d'autre à me dire pour me faire taire. Je suis dans mes droits. 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 J'ai passé la semaine à l'école. Tout l'univers se plaçait, et étrangement, j'ai tout de suite eu la sensation de ce que je voulais faire. Un personnage devenu, une situation. Tout semblait facile, j'exultais. J'avais choisi de parler de la beauté de manière très instinctive. Un peu comme dans un rêve. Une fille s'enferme dans sa chambre et refuse de sortir. J'avais l'impression que ça décrivait exactement ce que je ressentais du monde. Je regardais les gens de mon quartier et je trouvais tout le monde triste et effrayé. Je regardais ma rue, le dépanneur, les constructions. Et les choses me sont apparues différemment. Je les ai vues d'un œil nouveau. J'avais l'impression qu'il y avait tellement de laideur autour de nous que ça vous donnait envie de disparaître. Et c'est cette vision qui a fait naître mon personnage. Une fille que j'ai appelée Norvège. J'ai écrit toutes sortes de choses sur elle, mais je n'arrivais pas vraiment à trouver sa douleur, sa faille. C'est comme si... Norvège, mon personnage, restait caché au fond de moi. Comme si elle restait cachée derrière la porte et
et qu'elle avait besoin d'elle pour sortir. Vous lui avez parlé. Parler, Vous a-t-elle dit ce qu'elle avait? parler n'était pas nécessaire. Il m'a suffi de regarder. Qu'avez-vous vu? Ça ne se raconte pas. Qui est-ce que vous avez vu? Ça ne se raconte pas. Du moins, je ne me sens pas en droit de vous le dire. C'est à Norvège de vous le révéler. Pour ça, il faut accepter de lui laisser du temps. C'est de cela qu'elle a le plus besoin. De temps. J'avais trouvé sans trouver. La sortie de Norvège allait être mon devoir sur la beauté. Mon devoir se passerait au moment précis où elle sortirait de sa chambre et dévoilerait au monde son implacable vérité. On verrait les conséquences d'un monde sans beauté. Ce serait une métaphore des gens de quartier. Mon problème était à la fois simple et compliqué. Je ne savais pas justement quelle était cette implacable vérité. Et je n'avais pas encore concrètement trouvé ma métaphore. Et tant que je ne savais pas ce qui empêchait Norvège de sortir de sa chambre, je ne pouvais pas écrire ses sorties. Je n'arrivais pas à écrire, j'étais bloquée. C'est comme si l'idée restait cachée au fond de moi et que je n'arrivais pas à la débusquer. Jusqu'à ce que je rencontre Murdoch. Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 8h22. C'est sûr que le suicide n'est pas une solution. Mais alors, c'est quoi la solution? Bon, je dis suicide, mais je dis pas de programme en vue. Pas une horaire précise concernant un pont ou une rame de métro. Pareil qu'une corde, c'est assez épouvantable si tu te rates. Je te parle même pas des roues d'un wagon. Mais bon, c'est quand même pas une solution. Bon, je parle pour parler. Mais pour toi, la boue, ce serait quoi la solution? Noyade? Veine tranchée? Ou beton médicament avalé? Ah bon? Tu trouves que je suis heavy ce matin? Mais je suis toujours heavy. Sauf que là, j'ai décidé d'ôter le pied du frein. Et puis de tout dire. Tu sais, je sais pas si c'est à force de chercher quoi dire sur la beauté pour l'estime de voir, mais cette nuit, en rêvant, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était grand temps pour moi de me vicier de l'intérieur. Un peu comme les Japonais, tu sais. Tu te plantes un sabre dans le ventre, deux coups, de droite à gauche, de bas en haut, et tout ce que t'as dans les trucs te sort en un seul tas et te tombe devant les yeux. Là, calmement, tu dois savourer le sentiment de vide et de calme qui s'empare de toi. C'est sûr, tu peux faire un son pendant que tu t'exécutes. Quelque chose de japonais, genre. Mais bon, comme je connais pas tout à fait la technique, j'ai décidé de procéder à l'inverse. Me vicier par voie orale. Et puis, ça me laisse une petite chance de trouver une autre solution entre-temps. Une solution pour donner un peu de sens à tout ça. C'est ça qui t'attend. Qui nous attend tous bout. Une grosse télé. Puis une animatrice qui va nous brûler à tous les soirs qu'on mérite le bonheur. Tu n'auras rien à dire. Rien d'autre à faire que se taire. Bah moi, Chris, je me tairai pas. Me tairai pas, tabarnak. En 5 minutes, il m'avait injecté une telle dose de révolte et de colère que j'ai été envahi par une soif d'amour, de sens, de raison d'être, de douceur. Une soif si grande, une soif me faisant comprendre que ce monde magnifique
liée à l'enfance que je portais en moi, était en train de mourir à force de dureté. Les choses me semblaient si claires tout d'un coup. Les gens de mon quartier, auprès de qui je devais faire l'enquête, étaient tous pareils à moi. Nous aimons tous la vie. La beauté est à portée de tous. Mais lorsque cette beauté n'est pas nourrie, elle se transforme en quelque chose d'horrible. Et cette chose horrible nous gruge de l'intérieur. J'ai compris que plus on tentait de vivre sans beauté, plus la beauté en nous enlaidissait. J'ai pris ça en pleine face. Et en pensant à Norvège, toute une métaphore m'est tombée dessus. Je me suis assis contre mon casier, passant la matinée à écrire, sans aller à mes cours. Norvège, au fond, était là, assise à mes côtés, dans le grand silence d'une école polyvalente au travail. La présentation de mon devoir sur la beauté a eu lieu à la fin de la journée. Mon frère était revenu de sa fugue. Il voulait faire croire qu'il était l'auteur de ce que j'avais écrit. Mais réellement, cette volonté qu'il avait de s'approprier mon talent, au fond, me faisait vraiment plaisir. C'était la preuve de la valeur qu'il accordait à mes capacités d'auteur. Quand mon frère est rentré, je me suis précipité vers lui pour entendre sa joie, voir sa fierté, bref, pour qu'il puisse en raconter. Et, en guise de compliment, il a commencé par me cracher dessus. Là, au visage, mon frère m'a craché dessus. Je me suis arrêté. Il m'a alors traité de tous les noms. Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 8h50, cours de géographie. Je le sais que vous avez un programme à respecter, que vous êtes là pour nous enseigner et nous éduquer. Je le sais tout ça, je le sais très bien. Mais je peux vous dire, monsieur, que de tout ce que vous nous dites, il ne restera pas grand-chose. Je suis là pour vous dire que vous ne contrôlez rien de ce que vous nous transmettez, et ça ne semble pas vous faire un crise de pli sur la tête. Bon, je dis le mot que, et là, ça vous énerve. Faut-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre dans cette crise de pays peureux de marbre? Faut-tu absolument dire des mots neuves ou plottes ou battes ou trous de paix pour qu'on s'intéresse à vous? Qu'est-ce que c'est? Je suis là, debout, à éveiller mes camarades devant l'absurdité de notre existence. Et vous là, tout ce qui vous intéresse, vous, notre professeur, c'est quand on dit le mot que, ou bite. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous nous enseignez l'indifférence dans l'indifférence des mots. Monsieur, essayez de me regarder un instant, non pas comme un Christ d'ado qui ne veut rien savoir, mais comme quelqu'un qui doute autant que vous. Écoutez-moi, monsieur. Quand je me suis levée ce matin, j'ai compris que les choses, toutes les choses qui avaient un sens pour moi, étaient mortes.
pouvez comprendre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà éprouvé, mais c'est fréquent de voir du jour au lendemain la mécanique d'un monde qui pendant longtemps était magique. Je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir? Est-ce que ça sert à quelque chose de connaître? Ok, oui, bon. Ça sert à quelque chose de savoir que la capitale de l'Islande, c'est Reykjavik. Lomé, la capitale du Togo, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et quand il pleut à Montréal, il fait beau à Bornéo, c'est sûr, c'est utile. Mais à quoi ça sert si je ne parviens pas à calmer ma colère? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le sentiment que je suis vivant et pas une machine? Comment fait-on pour effacer un crachat? Comment ça se fait que ce matin, en regardant dans mon sac d'école, j'ai eu l'impression que mon sac d'école avait plus d'espoir que moi? J'ai commencé par me laver le visage avec de l'eau. Mais ce crachat était toujours là. Il ne partait pas. Comment ça se fait que plus je grandis, moins j'ai l'impression d'être vivant? Il allait pour toujours être là, entre mon frère et moi. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Il y allait dorénavant y avoir ce crachat sur mon visage. Comme il n'y avait plus rien à faire, j'ai décidé que la meilleure façon de tout effacer était de mourir. Alors, ce soir-là, le soir même où Murdoch est mort finalement, c'est moi qui ai fait une fugue. Une fugue pour pouvoir enfin mourir, une bonne fois pour toutes. J'ai marché du côté de la montagne, là où habitait Mark Green. L'église était ouverte. Je suis rentré. C'était ce fameux mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston. Il était 19h30. Dans l'église, au fond, il y avait un homme, à genoux, devant deux bouts de bois fixés l'un sur l'autre pour former une sorte de gros plus. Et sur ce plus, il y avait un gars, tout nu, accroché avec 3 clous, sauf une guenille, autour des hanches. Excusez? Excusez? Serait-il possible de parler au responsable de la place? Ah ok, je savais pas. Ok, c'est vous le curé, ok. C'est Marc en fait qui m'a dit que... Mark Green. Il est venu ici la semaine dernière pour son grand-père. Oui, c'est ça, monsieur Green, oui. Ben oui, il est mort. Non, non, je le connaissais pas. Je connais Marc à l'école, on est chum de badminton. C'est un petit bon gars, Marc. Il adorait son grand-père. Il a eu le cœur gros toute la semaine. Puis bon, racontant la mort, puis toute, Marc a raconté la cérémonie entourant la mort de son grand-père. Et parlant de cérémonie, je voulais savoir, serait-il possible de... enfin, je veux dire... je sais pas comment on dit ça. d'en faire une? Ouais, c'est ça. Oui, pour un mort comme pour le grand-père de Marc. Peux-tu en commander une pour quelqu'un? Tu sais, pour dire qu'il est mort? Le célébrer? Ouais, c'est un chum. Aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Puis bon, j'avais envie de le célébrer à ma manière. Lui faire une cérémonie. Son nom? Polémique Beauregard nouveau. Mais pour faire quoi, on l'appelle tous Boone. Ouais, Boone. J'aimerais bien allumer une bougie. En fait, il avait 17 ans. Fait que je sais pas si ça vous dérange, mais j'aimerais bien allumer 17 bougies. Non, j'ai pas de cash sur moi.
Mais je m'occuperai de descendre aux poubelles ou nettoyer votre cour. Ok, merci. Ah, alors je dois répéter tout ce que vous dites? Tout? Ok, go. Au nom du Père, du Fils et du quoi? Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Boone est mort, il demeurera vivant en Dieu et dans la mémoire de ses amis. Jésus-Christ, accueillez favorablement Boone. Accueillez son âme et faites en sorte qu'il trouve le repos. Moi, mon nom à moi, Chris. Ouais, Chris. Jésus-Christ, excusez là. Christ, aidez Christ à passer à travers l'épreuve. Jésus-Christ, faites en sorte que Christ trouve la joie dans la peine et le deuil. Amen. Boone est mort. Je suis sorti de l'église étrangement léger. Ce soir-là, je me suis tué et enterré discrètement, à ma manière. Tout en continuant à rester vivant. Parce que je ne voulais pas disparaître. J'aimais trop la vie. Je ne voulais pas mourir au complet. Simplement enterrer une partie de moi, toute petite, qui s'appelait l'écriture. J'ai décidé que je n'écrirais plus jamais. Murdoch avait beau dire qu'il fallait prendre la parole, oser. C'était trop difficile. Moi, je voulais vivre avec les gens. Alors j'ai décidé que je deviendrais quelqu'un d'autre. Un enfant modèle. Oubliez la beauté en soi. Oubliez Norvège et la métaphore. Oubliez les gens du quartier qui voient la beauté en eux se transformer en laideur. Perdu. Oubliez tout ça. Mercredi 6 février 1991, jour de la Saint-Gaston, 10h30. J'en sais rien. Exercice sur la beauté numéro 12, écrit par l'élève Jean-René Beauregard Nouveau. Le texte a pour titre « Vivre sans beauté, enlaidit la beauté ». Catastrophe. Je ne sais pas d'où c'est venu. Je me suis endormie un soir et au matin c'était là. Catastrophe. Un monstre. Il y a un monstre. Je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est plus tard, en sortant de mon lit, en me regardant dans le miroir. Au début, c'était presque étrange, comme une pâleur. Puis tout à coup, je l'ai vu. Un monstre dans mon ventre. Il a rendu ma peau transparente. Ma peau comme une fine couche transparente. Me regardant, j'ai vu l'intérieur de moi, avec mes organes et mon sang, tout cela qui bougeait, circulait, battait, existait. Cette machine qui est moi. Et au milieu de tout cela, j'ai vu, blotti comme un fœtus entre mes organes,
Une pieuvre effroyable. Je n'ai plus de voix pour crier. Catastrophe, catastrophe! Nichée horriblement au fond de mon ventre proche de mon sexe, je l'ai vue. Une pieuvre. Ouvrir un œil et me regarder. Je n'ai plus de voix pour crier. Pour hurler maman. C'est comme si je n'avais plus de mère, plus de père, plus rien. Comme si tout à coup, je comprenais combien j'étais seule à exister avec ma vie. J'ai cru rêver. J'ai caché mon ventre. Je me disais, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le ventre transparent. On ne peut pas avoir une pieuvre dans le ventre. Et puis d'abord, d'où elle serait venue cette pieuvre? Je n'ai jamais fait l'amour encore. Je ne peux pas être enceinte, ni rien. Alors ce n'est pas possible. Une pieuvre dans un ventre transparent, ça ne peut être qu'un rêve. Ou alors c'est qu'on va mourir. Ou qu'on est déjà mort. Je me disais que j'avais juste rêvé. Que ce n'était rien. Je me disais que rien de tout ça ne pouvait exister. Que j'allais me relever, que tout sera normal, et que d'ailleurs je devais me dépêcher quand l'horloge de ma chambre indiquait que j'allais être en retard. J'entendais ma mère m'appeler. Norvège, Norvège. Mais je n'ai pas répondu. Impossible pour moi de sortir un son. En tremblant, j'ai laissé aller les bras pour dévoiler encore une fois mon ventre. Et lentement, si la lenteur avait effacé l'horreur, j'ai ouvert les yeux et je me suis regardée dans le miroir. Il était encore là. Pendant 4 jours, je suis restée enfermée. Parce que je ne trouvais plus aucune raison de sortir ni de vivre. Mes parents ont essayé de casser la porte, mais chaque fois, un cri de mort sortait de moi pour les arrêter. J'ai réfléchi alors. Je me suis dit que ce n'était au fond qu'une chose tout à fait normale, que c'était la laideur au fond de moi. Tout le monde, un jour ou l'autre, se réveillera avec la laideur au fond de soi. La laideur sous une forme différente. Une pieuvre, ou un rat, ou un serpent dans son ventre transparent. Puis on s'y habitue, et l'on se met à vivre avec cette monstruosité en nous. Je me suis dit que tous les adultes que je croisais avaient probablement cette horreur de au creux de leur transparence et qu'ils faisaient avec. Quand je suis devenue certaine de cette idée, j'ai pu me calmer et décider pour moi. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne vivrai pas avec cette monstruosité en moi toute ma vie. Je ne l'accepterai pas. Je ne me résoudrai pas. C'est l'enfant en moi qui a eu peur et qui a failli s'évanouir. C'est normal. L'enfance a peur du noir depuis la nuit des temps. Et justement, je ne suis plus une enfant. Et je peux choisir pour moi. Et pour moi, je ne veux pas vivre dans la laideur. Voilà pourquoi, une fois ma décision prise, je me suis sentie en mesure de sortir. Beaucoup de gens acceptent de vivre avec la laideur. Certains refusent. Moi aussi, je refuse. Quand l'enfance touche à la nuit des temps, elle se retrouve pour toujours dans le noir. Et moi, je veux de la beauté. Longtemps, longtemps, longtemps. J'étais assis dans mon laboratoire, au fond de la morgue, avec le corps de Murdoch et celui de l'inconnu qu'on avait retrouvé dans ses bras. Qui pouvait-elle bien être? Une idée insensée m'a traversé l'esprit. Émue, j'ai fait une légère incision au niveau de l'abdomen et j'ai vu. Son ventre avait été perforé à l'aide d'un couteau et quelque chose en avait été retiré. C'était aussi bouleversant qu'impossible. Norvège! Norvège! Murdoch tenait entre ses bras le personnage fictif que j'avais inventé. Il se tenait, accroché à elle comme on s'accroche au rêve, qui nous sauve la vie. Catastrophe! Catastrophe! J'ai pensé. Et cette pensée, sans doute, a fait bouger la main de Norvège. Elle a ouvert les yeux et, en un seul instant, j'ai retrouvé sa forme d'autrefois. Je ne croyais pas que tu te souviens
sommes des assoiffés. Viens, on va aller voir le grand large. Il a mis ses pattes à un glace et il s'est mis à patiner, répétant toujours « Respire, respire Norvège !» Mais la glace est fendue, déchirant du même coup la trame de sa vie. Il s'est agrippé l'un à l'autre, à jamais le cœur de l'un dans le cœur de l'autre. Personnage réel, personnage fictif. Je n'aurais pas cru. Tu as eu tort. Murdoch est mort. Murdoch est mort parce qu'il n'avait plus rien en quoi il arrivait à croire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu peux tout faire. Raconte la sorte de Murdoch, raconte la sorte de Norvège, raconte la sorte de Poule. Je ne sais pas. Si tu sais, mais tu n'oses pas. C'est fini tout ça. Non. Le crachat est toujours là. Sur ta joue. Il est trop tard. Si tu penses qu'il est trop tard, alors il est vrai que la beauté s'en est dit à force de laideur. Tu es devenu laid. Norvège? Elle est partie. Je suis longtemps resté silencieux. Je pris le téléphone. Allô? René? C'est moi. C'est Boone. C'est ton frère. Oui, je sais qu'il est tôt. Non, y a rien de grave. Je t'appelais juste comme ça. En fait, non. Te souviens-tu du jour où tu m'as craché dessus? Non, je te demande pas ça pour ça. Je le sais qu'on est tous un peu cons quand on est jeune. Puis bon, ce n'était pas grave en soi. Non, écoute. Je voulais te dire que c'est parti. Oui, le crachat a fini par s'en aller. Écoute, je voulais te dire quelque chose que je n'ai jamais eu envie de te dire. Puis là, pour des raisons qui seraient trop longues à t'expliquer, j'ai eu envie de t'appeler pour te le dire. C'est simple, tu verras. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'aura pris 30 ans pour arriver à te le dire. Voilà. Toi et moi, on est très différents. Mais malgré cette différence, tu es mon frère. Et je serai toujours là si tu as besoin de moi. J'ai réalisé que si tu m'aurais, j'aurais beaucoup de peine. Beaucoup. Voilà. C'est tout. Embrasse les enfants pour moi. Je t'aime. J'ai repris le dossier de Murdoch. J'ai arrangé son corps comme il faut avec beaucoup de soin. Puis, j'ai nettoyé le laboratoire et j'ai tout rangé. J'ai marqué « affaire classée » et on a pu remettre le corps de Murdoch à ses parents. Il a été enterré simplement dans un cimetière pas loin du boulevard métropolitain. Pas loin, certain. Vous m'avez enterré juste à côté d'un arrêt de la ligne 121. Maudite marde! L'autobus, je vais en avoir pour l'éternité à le voir passer. Esti sadique. Vous êtes des sadiques, Esti. Je suis sûr de l'avoir entendu râler. Je vais ma foi m'asseoir sur sa tombe. J'y ai planté un arbre, un chêne de 17 ans. Au printemps dernier, il y avait tellement de feuilles qu'on aurait dit que des milliers et des milliers de mots étaient accrochés, attendant l'automne pour nous tomber dessus. J'ai souri. Murdoch n'avait pas fini de parler, c'était sûr. Ont-ils vu seulement que l'amoureux se lève alors qu'ils vont tous deux l'un à l'autre collés, l'un à l'autre accroché, comme on s'accroche aux lèvres, dont on sait en dormant qu'il va nous échapper. La longue baie déserte, cernée par les falaises,
s'offra de quelques points lumineux, isolés. Fuir dans le lointain, ils vont se diriger. Les âmes cramponnées aux choses qui se taisent, aux choses qui ne disent rien le long du Carfarel, qui ne murmurent pas que les temps ont changé, ni les lumières au loin, ni l'arbre levé, ne diront que l'histoire a usé le soleil. On dit plus seulement que la brume se lève. On-t-il veut que la terre ne s'est pas arrêtée, l'un à l'autre accrochés, enfoncés dans le rêve, ou d'un même rocher un jour ils ont plongé. Jamais Neptune et un lumière gaillard viennent arrêter aux choses qui se tuent. L'un à l'autre collés, ils n'hésiteront pas à enlever pour toujours aux choses qui sont dues. Aux choses qui ne disent rien de Carfarel, qui ne murmurent pas que les temps ont changé, ni les lumières au loin, ni la brume levée, ne diront que l'histoire a usé le soleil. On-t-il vu seulement que la brume se lève? On-t-il vu que la terre ne s'est pas arrêtée, l'un à l'autre accrochés, enfoncés dans le rêve, ou d'un même rocher un jour ils ont plongé? Ont-ils vu seulement que la brume se lève? Ont-ils vu que la terre ne s'est pas arrêtée, l'un à l'autre accrochés, enfoncés dans le rêve, ou d'un même rocher un jour ils ont plongé? Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. This vomit not a sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opened his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked, he's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows it's all sparks, it is wrong. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when he's back to the lab again. Yo, this whole rhapsody better go gap to this moment and hope it don't last. You better lose yourself in the music. The more that you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The more that you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom close to postmortem. It only grows harder, only grows harder. He blows, it's all over. His holes is all on him. Coast to coast shows his nose that the globetrotter. Lonely roads gone on. He knows his grandfather from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. He holds don't want them no more. It's God product. They moved on the next move. Who flows, he knows, dove and sold nada.